Hello à tous. Aujourd'hui, on va résoudre un exercice posé à l'oral du concours d'entrée à l'école polytechnique, l'X. J'ai trouvé cet exercice sur la page d'accueil de Polytechnique, dans la section sujets et rapports. Si vous allez dans la partie sujets oraux CPGE mathématiques, vous avez des PDF qui donnent des exercices posés à l'oral. Et j'ai pris cet exercice dans ces documents. Allez, dans cet exercice, on va devoir trouver un vecteur propre commun à deux matrices A et B qui vérifient la relation suivante, AB plus BA égale grand A. On va supposer que la dimension des matrices est un nombre impair et on va voir à quel moment de la démonstration cette hypothèse est utilisée. Le point clé de cet exercice, ce sont les sous-espaces propres de A et B, et on va voir qu'en utilisant ces sous-espaces propres, et en voyant que certains sont stables, eh bien on va pouvoir trouver des vecteurs propres communs. C'est vraiment une technique très habituelle, usuelle, qu'il est bon d'avoir en mémoire. Voilà, donc voici l'exercice. Soit A et B, deux matrices de Mn de C, le corps est complexe, n, la dimension des matrices étant supposée impaire, on suppose que AB plus BA égale A. La première question, démontrer que A et B admettent un vecteur propre commun. Et deuxième question, est-ce que le résultat est toujours vrai si on enlève l'hypothèse que la dimension n est impaire? Un des points clés ici, c'est qu'on travaille avec C, qui, contrairement à R, est un corps algébriquement clos. Donc tout polynôme non constant a une racine dans C. Et c'est ce qui va nous garantir l'existence de vecteurs propres dès qu'on aura un sous-espace stable non réduit à 0. Allez, c'est parti. Bon, on va distinguer deux cas, selon que A est inversible ou non. Dans le cas 1, grand A non inversible, on va montrer que le noyau de A, ker A, est stable par B. Dans le cas 2, où grand A est inversible, on va montrer que grand B est semblable à grand I moins B. Et ça va forcer 1,5 à être une valeur propre de B. Et ici, le point clé, ça va être l'hypothèse sur la parité de n. On suppose que n est impair. Le sous-espace propre de B, associé à la valeur propre 1,5, on va montrer que ce sous-espace propre est stable par A. Allez, c'est parti. On suppose que A est non inversible, et donc que le noyau de A n'est pas réduit au singleton 0. Eh bien, prenons V dans le noyau de A. Donc, V en particulier, c'est un vecteur propre de A associé à la valeur propre 0, et donc AV égale 0. Maintenant, on a la relation AB plus BA égale A, on l'applique à V, donc on multiplie à gauche par V. Et on obtient donc ABV plus BAV égale AV, mais on a AV égale 0. Donc ici vous avez AV et ici vous avez AV. Donc ces deux termes AV et BAV sont 0. Donc finalement, ABV, parce que vous avez tout à droite, ABV est le vecteur nul. Donc ça s'écrit grand A de BV égale 0. Et ça veut dire que le vecteur grand BV appartient à un quart de A. Donc autrement dit, si vous avez V dans quart de A, dans le noyau de A, eh bien on a montré que BV est dans quart de A. Donc ça veut dire que grand B, vu en tant qu'endomorphisme, induit un endomorphisme du noyau de A. Donc si on restreint B au départ et à l'arrivée au noyau de A, c'est un endomorphisme d'un C espace vectoriel, quart de A, qui est de dimension finie et non nulle. Non nulle justement parce que A est non inversible. Dans ce cas. Voilà, donc dans ce cas, comme C est algébriquement clos, tout endomorphisme d'un espace vectoriel complexe non nul admet une valeur propre, donc un vecteur propre. Et donc, si on applique ça à l'endomorphisme induit par B sur ker de A, le noyau de A, il existe donc V0 dans le noyau de A est non nul, et un scalaire tel que BV0 égale mu V0. Et donc ça veut dire que V0 est un vecteur propre de B associé à la valeur propre mu. Et or, comme V0 est dans le noyau de A, grand A V0 égale 0, égale 0 fois V0. Et donc finalement, ce que vous avez en rouge, c'est que V0, c'est bien un vecteur propre commun à grand A. Pour grand A, V0, il est associé à la valeur propre 0. Et V0, c'est aussi un vecteur propre de grand B, associé à la valeur propre mu.
on ne connaît pas mu. Voilà, et remarquez que ce cas, dans cette démonstration, on n'a pas utilisé l'hypothèse n impair. Et la clé de ce cas, hein, c'est on a pris un vecteur propre de A dans son noyau, donc associé à la valeur propre nulle, et on a montré que ce noyau était stable par B, et après on a utilisé le fait que c'est algébriquement clos, considéré l'endomorphisme de B induit sur ker de A, et le résultat est venu tout seul. Bien, passons au deuxième cas. Grand A, une matrice inversible. On va montrer qu'il y a une relation de similitude cachée entre B et I-B. Bon, on a la relation AB plus BA égale A. Ça se réécrit. On passe AB de l'autre côté. Ça s'écrit BA égale A moins AB. Et on factorise, ça s'écrit BA égale grand A facteur de I moins B. Et ben maintenant, on multiplie les deux termes de l'équation à droite par A puissance moins 1. Donc B fois A puissance moins 1, c'est B. C'est égal à A fois I moins B fois A puissance moins 1. C'est ce que vous avez en bas. Donc ça veut dire que B et I moins B sont semblables. Donc elles ont le même polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique de B est égal au polynôme caractéristique de I moins B. On rappelle le polynôme caractéristique de B, qui B de x est déterminant de x grand I c'est la matrice identité de taille n, moins grand B. Bon on peut aussi exprimer le polynôme caractéristique de I moins B en fonction du polynôme caractéristique de B. C'est facile. Le polynôme caractéristique de I moins B en x, par définition, c'est le déterminant de x grand I moins B. Bon, on factorise grand I, c'est déterminant de x moins 1 grand I plus grand B. On aurait plutôt envie d'un moins grand B ici, pas d'un plus grand B. Qu'à cela ne tienne, on multiplie par moins 1 et puis on sort un moins 1 puissance n, donc c'est égal à moins 1 puissance n, fois le déterminant de 1 moins x grand I moins grand B, et là on reconnaît que c'est le polynôme caractéristique de grand B, évalué non pas en x mais en 1 moins x. Et comme le polynôme caractéristique de B est égal au polynôme caractéristique de I moins B, puisqu'on vient de montrer une similitude entre B et I moins B, eh bien on obtient que pour tout x dans C, qui B de x, qui est égal à qui I moins B de x, est égal à moins 1 puissance n fois qui B de 1 moins x. Pardon. Voilà, donc on a cette relation qui est valable pour tout x dans C. Ici, et là c'est clé, n est impair. Donc moins 1 puissance n, c'est égal à moins 1. Donc finalement, on a qui b de x égale moins qui b de 1 moins x. Si vous regardez pour x égale 1 demi, du coup, à gauche vous avez qui b de 1 demi, à droite vous avez moins qui b de 1 moins 1 demi, donc moins qui b de 1 demi, et donc qui b de 1 demi égale 0. Ça veut exactement dire que 1 demi, c'est une valeur propre de grand B. Donc, on sait que ce sous-espace propre, là, noyau de B moins 1 demi l'identité, du coup, est non nul, puisque 1 demi est valeur propre de B. L'idée de la démonstration, maintenant, c'est de montrer que on a trouvé un sous-espace propre de B, on a montré que 1 demi était valeur propre de B, on va montrer que cet ensemble, ce sous-espace propre, est stable par grand A. Bon, faisons cela. Soit V dans grand E. C'est-à-dire que grand BV égale 1 demi de V. On repart de la relation matricielle, AB plus BA égale A. On applique ça à V. On a ABV plus BAV égale AV. Mais du coup, ici, le BV, là, vous savez que c'est 1 demi de V. Qu'à cela ne tienne, vous le remplacez, donc ça vous fait 1 demi de AV plus BAV égale AV. Donc ça vous fait BAV égale 1 demi de AV. Et donc ça veut dire que grand AV, lui aussi, il est dans le noyau de B moins 1 demi l'identité. Donc, grand AV est dans grand E. Donc finalement, ça veut dire que si V est dans grand E, grand AV est dans grand E, et donc grand A induit un endomorphisme de E, qui est un espace vectoriel complexe non nul. Par les mêmes arguments qu'avant. Grand E, espace vectoriel complexe non nul, stable par grand A. On sait que c'est algébriquement clos. Donc grand A, si vous le restreignez à grand E, c'est un endomorphisme qui admet un vecteur propre. Donc il existe V0, un vecteur non nul de E, tel que grand AV0 égale lambda V0. Mais
Comme V0 est dans E, le grand E, c'est le noyau de B moins 1,5 d'identité, bah BV0 égale 1,5 de BV0, 1,5 de V0, pardon. Donc V0, c'est un vecteur propre commun de A, pour A il est associé à la valeur propre lambda, et de B, pour B il est associé à la valeur propre 1,5. Donc on a bien démontré le résultat. Donc théorème, A et B dans Mn de C, n impair, tel que AB plus BA égale A, alors, si grand A n'est pas inversible, ker A, noyau de A, contient un vecteur propre de B, et si grand A est inversible, le noyau de B moins 1,5 d'identité contient un vecteur propre de A. Et dans les deux cas, A et B admettent un vecteur propre commun. On passe maintenant à la deuxième question. Que se passe-t-il si n est pair? Eh bien là, vous pouvez trouver un contre-exemple assez simple. Hein. C'est deux matrices simples avec des coefficients égaux à 1 qu'on a envie de regarder. On prend n égale 2, puis on pose A et B. Eh bien vous pouvez vérifier la relation AB plus BA égale A. Je vous laisse le faire de votre côté, un bon exercice de calcul matriciel. Les valeurs propres de A sont 1 et moins 1. Facile, hein, vous calculez le polynôme caractéristique de A. C'est x carré moins 1, donc facile. En calculant les vecteurs propres, vous pouvez montrer qu'il s'agit de ces deux vecteurs-là. Les valeurs propres de B sont 0 et 1. C'est encore plus facile pour B, c'est une matrice diagonale, donc vous pouvez lire les valeurs propres directement sur la diagonale. Et vous trouvez facilement comme vecteur propre 1, 0 et 0, 1. Et puis on vérifie simplement qu'aucun vecteur propre de grand A, les vecteurs propres de grand A, ce sont les deux droites engendrées par ces deux vecteurs, aucun vecteur propre de A n'est vecteur propre de B. Par exemple, si vous prenez le premier vecteur propre de A ici, et que vous regardez sa transformation par B, ça ne peut pas être un vecteur propre comme on souhaite. Même chose avec le deuxième vecteur propre de A, son image par B en aucun cas n'est proportionnelle à lui-même. Donc, pour ces deux matrices, A et B n'ont aucun vecteur propre commun, donc l'hypothèse n impair est indispensable. Vous voyez ici, on a pris une matrice grand A qui était inversible, hein, parce que si vous regardez la démonstration dans le cas grand A non inversible, on a montré que le résultat en fait était valable quel que soit n. Donc c'est pour ça ici quand on cherchait un contre-exemple, on a directement regardé une matrice grand A qui était inversible. Donc si on résume en bilan final, si n est impair, on a montré que A et B admettent toujours un vecteur propre commun. C'est pas toujours le même, et ce vecteur propre n'est pas associé à la même valeur propre. Voilà, et on a fait une preuve en deux cas, soit via le noyau de A, si A n'était pas inversible, soit via la valeur propre 1,5 de B, qui est forcée par la parité de n, quand n est impair. Si n est pair, le résultat est faux en général. On a montré un contre-exemple explicite en dimension 2, avec une matrice grand A qui était inversible. Mais le résultat reste vrai dès que grand A n'est pas inversible, puisque on a vu pendant la démonstration qu'on n'avait pas utilisé le fait que n était impair. Que je dis là, le cas 1 de la preuve n'utilise jamais la parité de n. Et dans le contre-exemple, on a pris un grand A inversible de déterminant moins 1. Voilà, donc dans cet exercice, on a vu comment trouver des vecteurs propres communs à deux matrices en cherchant des sous-espaces propres, ou un sous-espace propre de l'un stable par l'autre, et puis en considérant l'endomorphisme induit par l'autre sur ce sous-espace stable, et en utilisant le fait que C est algébriquement clos. Donc c'est vraiment une démonstration générique avec un outil puissant. Donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vais faire d'autres vidéos d'exercices corrigés posés à l'oral de l'X et de Polytechnique, et je vous dis à bientôt.